Le 16 avril, dans un conseil presque vide de caméras, le Burkina Faso a basculé. En quelques décrets techniques, en apparence, l'équipe d'Ibrahim Traoré a touché à la terre, à la justice, à la sécurité et à l'économie, comme si tout un pays était reprogrammé en silence. Comment ces signatures discrètes peuvent-elles, pour vous, peser plus lourd que des années de discours sur Burkina Faso News et un Ibrahim Traoré Burkina Faso? Et si c'était le véritable début, loin des interviews derrière les mots-clés comme Ibrahim Traoré Interview, le Conseil du 16 avril n'a pas seulement produit une liste administrative, il a révélé une stratégie de reconstruction nationale pensée comme un ensemble cohérent plutôt qu'une somme de réponses fragmentées. Ce que cette enquête vous promet, c'est une lecture sans effet de manche, comprendre en 15 minutes pourquoi ces décisions forment un système de risques et d'opportunités de 10-12 mots et comment elles redéfinissent la présence de l'État dans les zones autrefois laissées à la marge, à travers la terre, la justice, la sécurité et l'économie. Une même logique s'esquisse: restaurer la continuité d'un pays dont les institutions ont longtemps fonctionné par à-coups, comme si chaque région vivait dans un fuseau politique différent. Mais derrière cette impulsion se cache un enjeu beaucoup plus tendu que les communiqués officiels. Si ces mesures échouent, c'est la crédibilité même du recentrage national qui s'effondre, et avec elle la promesse d'un État capable de s'affirmer sans assistance extérieure. Un premier détail, presque invisible dans les communiqués, éclaire pourtant l'ensemble. En un seul conseil, l'État a touché simultanément au foncier, à la justice, à la sécurité, à la formation et au secteur agroéconomique, comme si tout un schéma directeur se révélait d'un coup. Et un second élément, tout aussi discret mais mesurable, montre l'ampleur de ce basculement. 100 hectares à Dori ont été classés en utilité publique, débloquant un projet gelé depuis des années et annonçant une articulation rare entre présence territoriale et ambition académique. C'est dans cette articulation que s'inscrit la logique du gouvernement actuel conduit par Ibrahim Traoré, qui semble avoir privilégié une stratégie de reconstruction par présence fonctionnelle plutôt que par simple sécurisation militaire. La réunion évoquée dans les documents sources n'a pas eu le retentissement médiatique qu'impliquaient ces décisions. Elle a pourtant enclenché une transformation à la fois administrative, juridique et symbolique. Les zones les plus fragilisées, particulièrement au nord et dans le Sahel, ont longtemps été paralysées non par leur manque de potentiel, mais par l'entremêlement de litiges fonciers, de redoutes sécuritaires et d'une fragmentation institutionnelle qui rendait toute projection difficile. C'est pourquoi le déclassement foncier de Dori ne correspond pas simplement à l'ouverture d'un chantier universitaire, il constitue un signal de réinstallation durable, une tentative de réancrer l'État dans des localités où sa présence s'était effacée. Dans la même logique, la réactivation judiciaire, réhabilitation de la prison de Nouna, retour de personnel judiciaire, faisabilité de nouvelles juridictions à Bogandé et Tougan vise à restaurer un pilier longtemps défaillant, la capacité de régler les conflits autrement que par la force ou par la fuite. Enfin, la réforme de la sécurité intérieure, avec un recrutement ciblé incluant femmes, techniciens ayant droit de combattants tombés et anciens volontaires, introduit une dimension sociale rarement formulée explicitement, reconstruire la confiance par la composition même des forces publiques. Ces éléments réunis forment un premier reveal. Ce 16 avril n'a pas été un événement administratif, mais le point d'entrée d'un repositionnement d'ensemble. Pour comprendre comment ces décisions commencent déjà à produire des effets, il faut suivre ceux qui, sur le terrain, deviennent les premiers vecteurs de cette reconstruction silencieuse. Dans les zones périphériques, les agents judiciaires, rappelés après des années d'absence, incarnent une forme de guide institutionnel. Leur retour ne représente pas seulement une fonction restaurée, mais un repère social réintroduit dans des espaces où les litiges demeuraient en suspens et où l'arbitrage reposait souvent sur des rapports de force instables. Un greffier revenant à Bogandé, par exemple, suffit parfois à réorganiser un flux de dossiers longtemps abandonnés, tandis qu'un juge réaffecté à Tougan peut réactiver un dialogue local qui n'existait plus
qu'à travers des intermédiaires informels. Le même phénomène apparaît dans le projet académique de Dori. Les ingénieurs et planificateurs envoyés pour lancer la construction du futur centre scientifique jouent ici un rôle de médiation autant que de mise en œuvre. Ils explicitent les étapes, sécurisent les procédures foncières débloquées par le décret et servent de point de contact entre communautés, autorités administratives et prestataires techniques. Dans un territoire où l'État était perçu comme une abstraction lointaine, leur présence quotidienne devient un signal que les habitants peuvent interpréter, tester, parfois même contester, mais surtout constater. Enfin, les responsables de la nouvelle phase de recrutement sécuritaire matérialisent un autre type de personnage pont. Ils ouvrent la porte à des profils jusque-là exclus ou marginalisés, notamment les familles de combattants tombés et les techniciens issus de milieux ruraux. À travers eux, la notion d'appartenance se reconstruit non par slogan, mais par intégration progressive de ceux qui avaient été tenus à distance. Tout commence par un geste administratif qui, en apparence, n'était qu'une ligne dans un décret. Le classement des 100 hectares de Dori modifie instantanément le paysage institutionnel. Le terrain cesse d'être un espace disputé pour devenir un espace utilisable. La bascule est technique, mais l'effet est politique. Elle force chaque acteur local, autorité, communauté, prestataire à revoir sa position. Le projet universitaire, gelé depuis des années, retrouve une base juridique opérationnelle. Là où l'État n'était plus qu'un souvenir, il redevient une entité capable d'initier. Et derrière cette impulsion, l'empreinte d'Ibrahim Traoré se fait sentir, une préférence assumée pour la présence concrète plutôt que pour la proclamation. La réaction en chaîne s'élargit, les juridictions périphériques, longtemps paralysées, reçoivent leurs premiers signaux de réouverture. Études de faisabilité à Bogandé et Tougan, programme de réhabilitation à Nouna, retour programmé de personnel judiciaire. Chaque annonce active un champ d'attente, litiges fonciers, différends familiaux, conflits commerciaux. Simultanément, la réforme de la sécurité intérieure se met en mouvement. Elle ne déclenche pas une montée de troupes, mais une montée d'identité. Femmes, techniciens, familles de combattants, tombés, anciens volontaires. Le recrutement ne se contente pas d'augmenter des effectifs. Il redistribue la symbolique de la protection. La sécurité cesse d'être un monopole professionnel, elle devient un espace partagé, un miroir social où chacun peut se projeter. Enfin, la levée du monopole sur le contrôle de la qualité des infrastructures crée un choc silencieux. Les entreprises comprennent que la régulation change, que l'évaluation ne dépend plus d'un seul centre, que l'erreur ne peut plus se cacher derrière une seule autorité. Le marché de la construction se réorganise, les premiers effets latéraux apparaissent dans les zones les plus fragilisées. Des chefs de village rapportent que les équipes techniques circulent désormais plus régulièrement autour de Dori. Les habitants y voient une différence nette par rapport aux années d'abandon. À Nouna, la future réhabilitation de la prison déclenche une dynamique inverse de celle des années précédentes. Là où l'institution se vidait, elle commence à se redéfinir. Les organisations professionnelles du bâtiment, désormais soumises à un champ de contrôle élargi, réévaluent leurs procédures internes. L'ouverture du marché de la vérification technique introduit une forme de compétition méthodique et en filigrane, un changement psychologique s'installe. Si l'État peut revenir à Dori, à Nouna ou à Bogandé, alors rien n'empêche son retour ailleurs. C'est cette onde de choc, discrète, cumulative, persistante, qui montre que le cycle enclenché le 16 avril n'était pas un événement isolé, mais un début de séquence structurante. Une séquence où la méthode prime sur l'annonce, où le terrain précède les discours, où la logique d'Ibrahim Traoré cherche à inverser des années de retrait progressif. Le premier repère chiffré, le baseline, se trouve dans la stagnation structurelle des zones périphériques. Pendant plus d'une décennie, aucune extension universitaire majeure n'avait été actée dans le Sahel burkinabé. Le delta, quant à lui, apparaît immédiatement avec la mise à disposition des 100 hectares de Dori, un changement juridique simple qui produit un effet multiplicateur car il retire les blocages fonciers et ouvre la voie aux travaux. Un second repère quantifié réside dans la chaîne judiciaire. Dans certaines zones, comme Nouna ou Bogandé, les tribunaux étaient enfermés ou inactifs depuis 4 ans, un laps de temps suffisant pour désorganiser totalement l'arbitrage civil et pénal.
La décision de réhabiliter la prison de Nouna, d'étudier de nouveaux tribunaux à Bogandé et Tougan et de faire revenir du personnel judiciaire constitue un retournement mesurable de 4 ans d'absence à un redémarrage fonctionnel. Le troisième chiffre concerne la sécurité intérieure. Le programme de recrutement annoncé ne donne pas encore de total national, mais il précise des catégories inédites: officiers commissionnés, techniciens spécialisés, candidates féminines, familles de combattants tombés et anciens volontaires. Ce ciblage constitue une transformation qualitative plutôt que quantitative, mais il s'appuie malgré tout sur une base mesurable. L'intégration de profils auparavant absents à plus de 90% des recrutements de sécurité traditionnels. Ces trois repères chiffrés: 100 hectares ouverts, 4 ans d'interruption judiciaire, plus de 90% de profils auparavant exclus, composent la partie visible d'un mouvement plus large observé sous Ibrahim Traoré, un mouvement où la donnée n'est pas un slogan mais un levier. Il montre que les décisions récentes ne relèvent pas du symbolique, elles sont ancrées dans des ruptures mesurables entre avant et après, entre absence et réapparition, entre enclavement et relance. Les secteurs concernés évoluent selon une logique cumulative. Dans l'éducation supérieure, l'ouverture foncière permet non seulement la construction d'un centre scientifique, mais aussi la création d'un pôle résidentiel, ce qui attire enseignants, techniciens et services associés. Dans la justice, le retour du personnel réactive les circuits de résolution des litiges, ce qui réduit mécaniquement les règlements hors cadre administratif. Dans la sécurité, le recrutement diversifié agit comme un correcteur social car il modifie la composition d'une institution dont la légitimité dépend largement de la proximité sociale avec la population. L'impact de ces chiffres dépasse leur simple valeur numérique. Ce sont des marqueurs de continuité retrouvés. Dans un pays où les institutions se sont progressivement fragmentées, ces variations hectares libérés, années rattrapées, profil élargi, constituent des preuves tangibles que la stratégie actuelle cherche à reconstruire un réseau d'État là où il avait disparu. Elle représente aussi, pour ceux qui observent la trajectoire d'Ibrahim Traoré, une démonstration concrète de sa volonté de substituer la présence fonctionnelle à la présence déclarative. Deux lectures opposées émergent naturellement lorsqu'on observe les réformes du 16 avril. La première, largement reprise par certains observateurs prudents, avance que ces décisions ne sont qu'un ensemble de mesures administratives trop dispersées pour constituer une véritable stratégie. Selon cette position, ouvrir 100 hectares, relancer une chaîne judiciaire, diversifier un recrutement sécuritaire ou démanteler un monopole technique n'indique pas une vision intégrée, mais seulement une addition de correctifs destinés à calmer l'opinion dans un contexte de tensions territoriales persistantes. Cette thèse soutient que tant que les zones du Sahel resteront instables, tout investissement restera vulnérable. La seconde lecture adopte une critique inverse. Elle juge les réformes trop ambitieuses par rapport aux capacités opérationnelles du pays. Elle estime qu'une simultanéité d'action sur la justice, le foncier, la formation scientifique, la sécurité intérieure et la régulation économique risque d'étirer les ressources, d'épuiser les chaînes administratives et de provoquer des retards qui mineront la confiance naissante. D'après cette perspective, une reconstruction progressive serait plus sûre qu'un basculement rapide, car la densité des chantiers risque d'augmenter la pression sur des structures encore fragiles. Mais un élément du dossier source vient complexifier ces deux critiques et constitue la véritable réponse Stillman. Les réformes ne sont pas pensées comme des projets indépendants, mais comme des éléments interdépendants d'un même mécanisme de présence étatique. Le classement des 100 hectares débloque un chantier éducatif. Le chantier éducatif ancre une communauté. La communauté redonne sens à la justice locale. La justice stabilise la zone. La stabilisation rend pertinent un recrutement sécuritaire diversifié. Et la diversification renforce la confiance envers l'État, permettant à la régulation économique, notamment la fin du monopole sur les tests d'infrastructures, de fonctionner dans un environnement moins vulnérable au blocage. La cohérence ne vient donc pas de la simultanéité, mais de l'encastrement. Chaque mesure est une pièce qui ne produit son effet maximal que si les autres existent. Ce n'est pas une addition, c'est une mécanique. Une bascule apparaît soudainement. Elle se manifeste non pas dans un décret spectaculaire, mais dans une ligne apparemment technique. La fin du monopole sur le contrôle qualité
sécurité des infrastructures. Un détail que beaucoup auraient négligé devient un pivot décisif de la recomposition institutionnelle portée sous Ibrahim Traoré. Car en supprimant cette exclusivité silencieuse, l'État modifie la structure d'incitation de tout un secteur, les audits se multiplient, les chantiers gagnent en transparence, les entreprises n'ont plus un seul interlocuteur à convaincre et la qualité cesse d'être un rituel bureaucratique pour redevenir un critère tangible. Ce changement, à première vue mineur, inverse la logique de plusieurs années de stagnation dans les régions périphériques où les infrastructures souffraient autant d'abandon que de mauvaise exécution. La pluralité de contrôle représente un marqueur présence aussi fort que l'ouverture d'un tribunal ou l'installation d'un campus. Elle renforce la crédibilité des autres mesures. À quoi servirait un retour judiciaire si les routes qui y mènent restent impraticables ou un centre universitaire si les bâtiments deviennent vulnérables dès les premières pluies? La rupture est là. En reconfigurant ce maillon discret, les réformes du 16 avril transforment le terrain en acteur du changement. Les effets concrets des réformes du 16 avril ne se lisent pas seulement dans les textes, ils se manifestent à travers 4 sphères distinctes, les zones périphériques, NN, le domaine économique, DN, les dynamiques sociales, ND, et l'équilibre institutionnel, KV, où l'impact devient perceptible, parfois même avant que les travaux n'aboutissent. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces 4 espaces deviennent des terrains d'observation privilégiés pour mesurer la portée réelle des décisions. Pour mieux situer le propos, 1. NN, les zones périphériques, retour visible de l'État dans le Sahel et l'Est, la requalification des 100 hectares et la relance judiciaire produisent un premier basculement psychologique, la conviction que l'État peut revenir là où il semblait disparu. Les équipes techniques circulant autour de Dori offrent une preuve concrète d'activité, ce qui rompt avec des années de silence administratif. La mise en étude de nouveaux tribunaux crée une anticipation locale. Les résidents revoient leurs pratiques, délaissant progressivement les arbitrages informels. La présence devient tangible avant même que les bâtiments n'existent, ce qui constitue un renversement majeur du ressenti collectif dans des zones longtemps qualifiées d'oubliées. Pour mieux situer le propos, de DN, l'économie productive, un terrain de réagencement. La fin du monopole de contrôle des infrastructures déclenche une réorganisation immédiate du secteur du bâtiment. Les prestataires réévaluent leurs normes internes, anticipant des audits plus diversifiés et moins prévisibles. Cette dynamique réduit les zones d'opacité qui facilitaient les retards et les surcoûts, ouvrant la voie à des chantiers plus réguliers, surtout dans les villes moyennes. La transformation de l'agence Faso Abattoir en organe économique autonome renverse un schéma ancien où la valeur quittait le territoire plus vite qu'elle ne s'y accumulait. Cette nouvelle autonomie vaut surtout pour les zones rurales où l'élevage demeure le socle de stabilité économique. Pour mieux situer le propos, 3NI, le tissu social, intégration et réajustement symbolique. Le recrutement sécuritaire élargi crée un changement non quantitatif mais identitaire. L'institution cesse d'être un espace réservé à des profils homogènes. L'intégration des techniciens ruraux, des femmes et des familles de combattants tombés repositionne la notion même de service public. Les habitants qui se percevaient comme extérieurs aux circuits officiels retrouvent une porte d'entrée légitime. Cette inclusion ne produit pas encore un effet massif, mais elle modifie les repères d'appartenance dans des communautés fortement marquées par l'exode et l'insécurité. Pour mieux situer le propos, 4 KV, l'équilibre institutionnel, cohérence retrouvée, la justice restaurée, la formation relancée, la sécurité recomposée et la régulation du BTP ouverte créent un maillage institutionnel que le pays n'avait plus connu depuis plusieurs années. Ce maillage donne cohérence aux décisions dispersées car chaque chantier soutient les autres. Une route mieux contrôlée rend un tribunal accessible. Un campus fonctionnel ancre une population ancrée renforce la sécurité. Une sécurité renforcée stabilise l'économie locale. L'enjeu n'est plus l'efficacité isolée, mais la continuité retrouvée, ce qui constitue l'un des paris centraux de la séquence engagée sous Ibrahim Traoré. Les réformes du 16 avril génèrent 3 trajectoires plausibles pour les 6 à 12 prochains mois. Elles reposent sur un enchaînement déjà visible, foncier débloqué, justice réactivée, recrutement élargi, fin d'un monopole technique,
Mais leur évolution dépend maintenant de la capacité des institutions à absorber le changement initié. Pour mieux situer le propos, scénario base, consolidation lente mais continue. Le premier scénario s'appuie sur une progression méthodique. Les travaux à Dori avancent selon le calendrier prévu. Les juridictions de Nouna, Bogandé et Tougan retrouvent une activité partielle mais stable. Le recrutement sécuritaire diversifié attire davantage de candidats que prévu, sans pour autant modifier en profondeur les rapports locaux. Dans cette trajectoire, Nadia, les réformes produisent des effets visibles mais graduels. La confiance progresse surtout dans les villes moyennes, tandis que les zones les plus fragiles observent l'État avec prudence. La consolidation se fait par cercles concentriques, sans rupture majeure, mais sans stagnation. Pour mieux situer le propos, 2 scénarios optimistiques: accélération territoriale structurante. La seconde hypothèse imagine une dynamique cumulative. Les chantiers de Dori se transforment en lieu de convergence pour enseignants, techniciens et prestataires, ce qui accélère l'installation de services publics adjacents. La justice, une fois opérationnelle dans 2 ou 3 pôles clés, redevient un instrument central de stabilisation locale, réduisant les arbitrages informels et les déplacements forcés. Le secteur du BTP, désormais soumis à des contrôles pluriels, améliore ses délais et sa conformité, ce qui crée un précédent national. Ce scénario voit les réformes acquérir une force d'entraînement jusqu'à former un modèle pour d'autres régions. Pour mieux situer le propos, 3 scénarios worst, fragmentation et retour à l'inertie. La troisième option repose sur un blocage en chaîne. Les travaux pourraient connaître des retards logistiques, provoquant un glissement d'échéance qui ralentit le retour des services. La justice, sans personnel suffisant, risquerait de rester symbolique et non opérationnelle. Le recrutement sécuritaire, s'il ne parvient pas à absorber les nouveaux profils, pourrait raviver des tensions internes. La fin du monopole sur les contrôles techniques pourrait être neutralisée par des résistances administratives, laissant la réforme sans effet réel. Penser en interaction plutôt qu'en secteur permet d'évaluer correctement la portée des réformes. Les réformes annoncées le 16 avril ne parlent pas uniquement d'institutions, elles touchent directement 3 ensembles de publics dont les réactions détermineront la solidité du processus. Le premier ensemble concerne les habitants des zones périphériques, ceux qui ont le plus ressenti la disparition progressive des services publics. Pour eux, le retour de la justice, la préparation d'un campus et la présence d'équipes techniques ne créent pas seulement une amélioration matérielle, ils offrent une possibilité de stabilité après des années de déplacement, d'incertitude et de résignation silencieuse. Lorsque des services réapparaissent, là où l'on ne voyait plus que des postes désertés, c'est la perception même du futur qui se modifie, car la continuité devient enfin imaginable. Le deuxième ensemble comprend les jeunes actifs, notamment ceux qui cherchaient un départ vers des destinations plus sûres ou plus prospères. La diversification du recrutement sécuritaire ouvre un espace où leurs compétences techniques, mécaniques, logistiques trouvent une utilité institutionnelle. Cette intégration agit comme un réajustement symbolique. Elle dit explicitement que les trajectoires individuelles ont encore une place dans le projet collectif. Pour beaucoup, cette porte réouverte suffit à suspendre la tentation du départ et à revaloriser l'idée d'un avenir construit sur place plutôt qu'ailleurs. Le troisième ensemble réunit les artisans, prestataires et petites entreprises, surtout dans le secteur du BTP. La fin du monopole sur le contrôle technique change leur environnement professionnel, les normes sont plus lisibles, les audits plus variés et la concurrence plus équitable. Cette transparence progressive rétablit un climat de prévisibilité indispensable à ceux dont la survie économique dépend de contrats réguliers. Ils constatent que l'effort institutionnel vise aussi à assainir les pratiques et non simplement à multiplier les réglementations. Pour ces 3 groupes, la transformation n'est pas un récit, c'est une expérience vécue au quotidien. Les réformes du 16 avril ne prennent tout leur sens que si elles s'accompagnent d'une méthode d'exécution claire. Pour qu'elles dépassent le stade de l'intention, une feuille de route en 5 étapes se dessine, chacune identifiant un acteur, une action, un calendrier et un indicateur. La première étape revient aux autorités régionales. Elles doivent sécuriser administrativement les 100 hectares de Dori d'ici 3 mois en clôturant les derniers litiges fonciers encore ouverts.
L'indicateur est simple, un dossier unique, validé et transmissible aux équipes de construction. Cette consolidation locale conditionne la possibilité de lancer les travaux sans interruption future. La deuxième étape mobilise le ministère de la Justice, qui doit réaffecter des équipes mobiles dans les pôles identifiés, Nouna, Bogandé, Tougan, avant la fin du semestre. La mesure d'impact repose sur le nombre de dossiers réactivés et sur la reprise d'audiences régulières. Une justice visible, même partielle, suffit à briser l'inertie accumulée. La troisième étape engage les forces de sécurité. Le recrutement élargi doit être opérationnel avant la prochaine saison sèche, avec une transparence totale dans la sélection. L'indicateur principal tient au pourcentage de nouveaux profils réellement intégrés dans les unités actives. Cette diversité doit devenir un levier de confiance et non un simple affichage. La quatrième étape concerne l'ouverture du marché de contrôle technique. Les ministères sectoriels doivent publier un registre clair des laboratoires accrédités dans un délai de 4 mois. La performance se mesure au temps moyen d'instruction des chantiers et à la baisse des litiges techniques. La cinquième étape, plus transversale, dépend de la coordination centrale sous Ibrahim Traoré. Créer une cellule de suivi trimestriel pour relier justice, sécurité, foncier et infrastructure. Le critère de réussite est la continuité. L'État doit rester présent sans rupture. Le fil émotionnel de ces réformes se tisse dans les mêmes gestes silencieux que ceux des personnages ponts évoqués plus tôt. Le greffier revenu à Bogandé, l'ingénieur qui délimite les premières tranchées à Dory, la veuve qui rejoint un recrutement où son nom retrouve une place, ce sont eux, bien plus que les communiqués, qui portent la charge humaine de la transformation engagée sous Ibrahim Traoré, car leur présence redonne chair à des institutions longtemps réduites à des mots lointains. Lorsque ces visages réapparaissent dans des zones où l'État semblait absent, ils ne symbolisent pas seulement une fonction restaurée, ils incarnent la possibilité que la vie quotidienne reprenne un rythme normal, sans murmure d'abandon ni attente interminable. Cette continuité retrouvée ne dépend pas d'une grande déclaration, mais d'une addition de gestes concrets, une signature validée, un dossier rouvert, un chantier enclenché qui, ensemble, forment une mémoire nouvelle pour des territoires longtemps marqués par la rupture. Et c'est précisément dans cette accumulation que se trouve le sens du moment présent. La reconstruction avance lorsque les visages reviennent. Les réformes du 16 avril laissent désormais une question ouverte à chacun. Que signifie, pour un pays souvent décrit à travers ses fragilités, de tenter une reconstruction patiente plutôt qu'un sursaut brutal? Observer Dory, Nouna, Bogandé ou Tougan, ce n'est pas suivre une chronique institutionnelle abstraite, c'est regarder comment un État réapprend à se montrer par ce qu'il fait et non par ce qu'il promet. Votre regard peut jouer un rôle dans cette dynamique, car chaque analyse, chaque retour, chaque point de vue nourrit une compréhension collective de ce qui change réellement sur le terrain, loin des récits simplifiés. Il ne s'agit pas d'adhésion ou d'opposition, mais d'un exercice citoyen, identifier ce qui fonctionne, ce qui reste fragile, ce qui mérite d'être discuté et ce qui doit encore être clarifié pour que la reconstruction devienne durable. Si vous souhaitez prolonger cette réflexion, partager vos impressions ou confronter vos analyses à celles d'autres lecteurs, vous pouvez rejoindre la conversation et contribuer à élargir le débat.